Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et du coup pour le premier update lecture du mois de mars. Donc pour ce mois de mars, je suis plutôt pas mal au niveau de mes challenges. Je fais le Cozy Book Challenge et le Romantasy Challenge et le challenge des 4 maisons. J'ai pas fait de vidéo ou de post pâle pour le challenge des 4 maisons, donc c'est un challenge Harry Potter sur Insta. Parce que ça va être... tous les livres que je vais lire en fait en mars vont compter. Enfin, tous les livres que je vais lire en mars pour le Romantasy Challenge et le Cozy Book Challenge, je vais les intégrer au challenge des 4 maisons. Et en avril, je vais lire aussi pas mal de livres, dont quelques-uns spécifiquement pour le challenge des 4 maisons. Et puis après, nous verrons bien ce que je lirai selon si je fais le Tarot Books Challenge ou pas. Donc on va dire que ce mois-ci, c'est un joyeux melting pot de beaucoup de choses. Mais tout avance plutôt bien, donc je suis plutôt contente. Donc là, parce qu'en fait, j'ai plus de tracker pour noter mes lectures. Donc du coup, j'ai pris le téléphone de mon mari pour aller me chercher sur Babelio et pour pouvoir vous faire le point de ce que j'ai lu, pas lu et abandonné parce qu'il y en a eu quelques-uns. Donc voilà, là on est sur moi et donc du coup on est le 15 mars et au 15 mars, j'ai lu 15 livres, donc c'est un par jour quoi, quasi. Et donc j'ai commencé le mois de mars avec le tome 2 de L'héritier des Draconis. Toujours aussi bon, de Karina Rosenfeld, qui est en train en plus de les republier tous avec une nouvelle couverture, etc. Donc il y a tout un travail éditorial qui est en train de se refaire, qui est vraiment très joli, mais moi je les voulais dans leur édition d'origine, dans leur format d'origine, voilà. Donc l'héritier des Draconis, c'est toujours aussi bon. Donc là, ils vont essayer de retourner sur Draconis pour essayer, voilà, de sauver celui qui a été emprisonné à la fin du tome 1. Voilà, pour grosso merdo. Et donc du coup, ils vont continuer la quête, voilà, qu'ils ont commencé dans le tome 1. Soit chercher la sculptrice de dragon qui sera apte à sculpter de nouvelles statuettes de dragon pour donner de plus amples pouvoirs à notre Elliot, voilà, notre héritier de Draconis. Donc c'est toujours aussi bon, c'est très... Alors c'est jeunesse, je trouve, et je vous dis ça parce qu'il y a d'autres choses que je vais vous dire après. Mais les personnages sont super matures, je trouve. J'accroche énormément avec ces personnages. Et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que cette série sera vraiment un coup de cœur. Et donc du coup, là, au mois d'avril, je vais lire le tome 3. Au mois de mai, le tome 4. Et le mois de juin, je lirai le dernier tome. Mais je sais déjà que ça va être un crève-cœur de sortir de cette série. Voilà, enfin bon. En tout cas, voilà, c'est vraiment une série jeunesse que je vous conseille fortement. Malheureusement, à la bibliothèque, on n'a que le tome 1, donc ça m'embête un peu de leur conseiller le tome 1, sachant qu'il n'y aura pas la suite. Mais en tout cas, c'est un livre que je recommanderais vraiment énormément à tous mes lecteurs de la bibliothèque. Ensuite, nous restons dans de la fantasy, avec là aussi une série qui m'a fait du mal à terminer. Mais du coup, voilà, j'ai lu le tome 2 et 3 de Podkin le Brave, de Kieran Lerwood. Alors, je m'étais dit, je les lis pas d'affilée, parce que ça va être trop brutal. Et au final, en fait, j'ai fini le tome 2, et dans la foulée, j'ai lu le 3, et ça a été vraiment une série jeunesse magnifique. Et maintenant, je suis super contente parce que je sais que je ne quitte pas complètement l'univers. Parce que du coup, au mois d'avril, je vais pouvoir lire Huquet de fourrure tome 2. Donc, qui est un spin-off de Podkin. Parce que ça va être dans le même univers, ça va juste pas être les mêmes personnages, mais avec ces nouveaux personnages, il va y avoir quelques résonances avec le monde de Podkin. Parce qu'on va souvent faire allusion à sa légende, à ce qu'il a fait vraiment de miraculeux, etc. Et du coup, voilà, je ne les quitte pas totalement, mais découvrir cette série pour la première fois, c'est vraiment quelque chose de magique. Et je suis contente parce que du coup, j'avais conseillé du coup cette série-là à une jeune lectrice au boulot. Et c'est une lectrice qui était très très portée sur la guerre des clans, vraiment, elle est à fond dedans, elle les a tous lus, et là, elle est en train de se faire tous les hors-séries qui a pu être édités.
Et je pense qu'en plus, c'est des romans qui ne sont jamais sortis avant elle parce que bah, beaucoup lâchent l'affaire avant et je comprends totalement. Donc c'est pour ça que vraiment cette petite, pour moi, c'est une petite merveille, quoi. Et du coup, pour la faire sortir de la guerre des clans, bah, c'était un vrai défi pour moi. Parce que son père, il m'a dit, voilà, après autant de tomes de la même histoire et tout, maintenant, il faut trouver quelque chose de nouveau et qui lui plaise tout autant, quoi. Et donc, du coup, j'ai essayé plein de livres et tout, c'était pas mal, mais ensuite, quand elle a commencé Podkin, vraiment, elle était venue me voir et me dire, mais c'est génial, j'adore l'univers, j'adore les changements de temps et tout. Enfin, vraiment, elle était vraiment à fond dedans. Et ben, c'était la semaine dernière, elle est passée, elle avait pas encore fini le tome 3, et moi, je venais de le finir. Et du coup, on en a discuté et tout, et c'était vraiment trop bien. Et du coup, bah, elle aussi, elle va se mettre à lire Huguet de fourrure, parce qu'elle a adoré cet univers-là. Et ces personnages, et le fait que voilà, ce soit des lapins, qu'il y a des sorcelleries et tout. Enfin, bah, je pense que vraiment le fait que ce soit des lapins, c'est totalement original et ça nous décroche totalement du quotidien. Et c'est pour ça qu'on est vraiment super immergé dedans, parce que c'est vraiment quelque chose pas aussi quasi jamais vu, parce qu'il y a Watership Down aussi, mais c'est vraiment pas dans le même mood. Là, c'est vraiment du Seigneur des Anneaux, de Bilbo le Hobbit et tout ça, avec des lapins. Donc vraiment, c'était vraiment super bien et j'ai trop hâte du coup de retourner dedans avec Huguet de fourrure. Ensuite, malheureusement, j'ai lu Nimbus de Jeanne Eldredge. C'est un livre que j'attendais énormément parce que ben, c'est un livre qui était très prometteur, avec un chat noir qui est victime des préjugés qu'on a autour des chats noirs. Il va se faire abandonner, il va être accusé à tort d'avoir fait du mal à son petit protégé, donc son humain, et il va se retrouver à être abandonné. Donc c'est assez triste, dans le sens où il va rencontrer d'autres personnages qui ont été aussi abandonnés de manière très impersonnelle et violente. Donc c'était assez dur ce côté-là, mais c'est surtout que j'ai pas réussi à accrocher à Nimbus, alors que c'était une histoire qui était vraiment pas mal, parce que nous allons avoir aussi une autre personnage qui est à la recherche de son familier qui est censé se réincarner. Voilà, chaque fois qu'elle disparaît, elle est censée se réincarner et le familier est censé trouver son sorcier. Donc du coup, il y avait toute une histoire autour de ça, il y avait toute une histoire autour de petites bestioles qui est à l'origine de la blessure du petit humain de Nimbus, pour laquelle elle a été accusée à tort. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont super bien, super originales. Mais alors le truc, c'est que c'était très long et j'ai pas réussi vraiment à accrocher à la plume. La première partie en tout cas était vraiment super longue. Je me suis vraiment ennuyée, et ce qui a fait que quasi peut-être pas la toute fin, parce que la toute fin, on va dire les 100 dernières pages, je voulais vraiment prendre part à la finalité de cette histoire. Donc j'ai tenu bon la moitié du livre à lire tout, etc., même si c'était très mou. Les 3/4, voilà, le troisième quart, je l'ai lu en diagonale parce que ça n'avançait pas. Et après les 100 dernières pages, ça allait mieux, j'ai tout lu comme il fallait et tout. Mais voilà, c'était très long. En plus, il y avait vraiment plein de choses à exploiter. Mais c'était trop long. Je sais pas... parce qu'il est court, le livre. Je veux dire, il fait 315 pages. Et c'est quand même bizarre que dans un livre de 315 pages, on ait des longueurs avec un univers et des idées pareilles. Mais en fait, c'est vraiment tout le cheminement entre le moment où Nimbus va être trouvé, il va être confronté à d'autres personnages, et avant qu'il y ait le déclic et que Nimbus fasse quelque chose, voilà, prenne part à son destin pleinement, et ben c'est très long. C'est beaucoup de blabla, c'est des journées qui passent. Ouais, c'est très long. Et puis l'univers des songes et des cauchemars, c'est quelque chose de très nébuleux, ce qui fait que ça rajoutait en plus de la longueur dedans, alors que c'était très intéressant parce qu'on va visiter le passé, les événements très trauma. On va visiter ces événements-là de chacun des personnages, ce qui va nous apporter quelques explications sur leur comportement. Mais voilà, ça a été vraiment très long au début, et du coup, j'ai pas tellement aimé mon histoire. C'est très dommage,
c'est très dommage parce que amené autrement, ça aurait pu être un coup de cœur. Parce que pour tous les éléments que je vous ai dit, ça pouvait être un coup de cœur, quoi. Vraiment, mais c'était mal amené, quoi. Ensuite, j'ai lu Bridget Vanderpuff, le tome 3. Donc ça, celui-là, c'était une vraie surprise parce que le tome 2 m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Enfin, j'avais pas tellement aimé le tome 2. Mais alors là, le tome 3, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le coup, ça m'a un peu réconcilié avec la série, parce qu'à la base, le tome 2, j'avais dit, bon, j'arrête là, j'achèterai pas le tome 3. Puis au final, je l'ai reçu, je l'ai vu que j'étais en partenariat avec PKJ, avec Pocket Jeunesse, donc du coup, j'en ai profité pour avoir le service presse du tome 3. Et voilà, comme je viens de vous dire, ça m'a vraiment réconcilié avec Bridget, parce que là, c'était un petit peu plus dans l'action, tout le temps en mouvement. Il n'y avait pas vraiment de repos, de choses comme ça, ce qui fait qu'en fait c'était un vrai page turner, le mot est là. Ça va se passer à Paris, donc il va y avoir une enquête à propos d'un objet volé. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est marqué derrière. Il va y avoir un objet volé au père de Bridget, et ce vol va avoir lieu au moment où ils vont aller à Paris pour un concours de pâtisserie de profiterole. Et il va y avoir un petit couac avec une certaine organisation des méchants. Et vraiment, ce livre-là, enfin ce tome 3, est plus court que le 2, il me semble. Oui, il est beaucoup plus court que le 2. Parce que lui, il fait 292 pages. Et celui-là, il en fait... Ouais, il est beaucoup plus long. Il en fait 337. Et donc du coup, ce tome 3, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Il y a une véritable carte de Paris où nos héros, je le rangerai après, nos héros vont se retrouver dans ces lieux-là pour mener à bien leur enquête. Et donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très très sympa pour découvrir Paris de manière très ludique et très sympathique. Et comme je vous disais, voilà, le fait que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, ça ne s'arrête pas vraiment. Les enfants vont, voilà, le tel indice nous dit d'aller à cet endroit, on va à cet endroit, et puis on verra à l'instant T là-bas ce qu'on fera ensuite. Et donc du coup, c'était vraiment boing, 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 ça allait dans tous les sens, c'était vraiment palpitant. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé ce tome 3. Vraiment, c'était une bonne réconciliation. Ensuite, alors, très très belle suite de séries. Le Joyau, tome 2, donc La Rose Blanche. Donc de Emily Wing. Donc le tome 1, Le Joyau, c'était un livre qui me faisait envie, on va dire, plus ou moins il y a quelques années. Mais quand j'ai lu le tome 1, ça m'a fait énormément penser à La Servante écarlate. Et d'ailleurs, ça a été un vrai traquenard parce que du coup, après que j'ai lu le tome 1, je me suis refait toutes les saisons de La Servante écarlate. Soit 5 saisons avec une moyenne de 10 épisodes de 1 heure. Voilà. Donc c'était un vrai traquenard parce que cette série, ce genre d'histoire avec les mères porteuses, le fait qu'on vous arrache l'enfant et tout, franchement c'est un truc qui me fait vraiment du mal. Et du coup, je suis revenue à la série, puis j'ai arrêté quelques temps, puis je suis re-allée, puis je suis repartie, etc. Et du coup, il fallait vraiment que je sache la suite du Joyau. Et du coup, j'ai lu le tome 2. Il est beaucoup plus court que le tome 1, mais alors là, je pense que celui-ci, c'est vraiment la bombe à retardement, et j'espère vraiment que le tome 3 sera à la hauteur de ce qu'on nous annonce dans ce tome 2, parce que vraiment, on nous annonce une guerre, quoi, avec un soulèvement, avec des formations à la magie, des retours à la magie naturelle, un renversement d'une société, quoi, vraiment quelque chose de très très grandiose. Et du coup, dans la suite, en fait, dès que j'ai fini celui-là, je me suis dit, il me faut aussi la suite de La Servante écarlate. Et du coup, je me suis acheté Les Testaments de Margaret Atwood, qui est la suite de La Servante écarlate, 15 ans plus tard. Voilà. Donc, c'est vraiment un univers. Si vous êtes maman, il faut quand même s'accrocher. Vous allez me dire que c'est de l'ado, oui, mais même ado, je pense que ça m'aurait fait quelque chose, parce que vraiment, à partir du moment où on veut t'enlever l'enfant que tu as porté, c'est quand même très très dur, vraiment inhumain, et voilà. Et puis j'aime vraiment beaucoup. Par contre, il y a des trucs un peu sombres, voilà, des expérimentations de lobotomie par exemple, voilà. Bon, il y a une petite histoire d'amour qui est sympathique, mais franchement elle prend pas autant de place que par contre j'aurais voulu un peu plus
voilà, un peu plus de peps, mais bon, c'est pas une romantasy, hein, c'est une dystopie, donc il faut savoir ce qu'on veut. Mais je pense que c'est vraiment une très très bonne série, mais je vous reparle du coup de ça, fin avril ou mai-avril, selon quand est-ce que je lis le 3e tome, mais il sera lu au mois d'avril. Ensuite, j'ai lu donc une BD, même si je pense que là, la 2e quinzaine de mars, ça va être beaucoup de BD. J'ai lu Ophélia et les Abysses, le tome 3, donc là c'est Ophélia et le Nièce. C'est une série de BD, donc vous avez le 1er tome Ophélia et les Abysses, le 2e tome c'est Ophélia et le Kraken, et donc celui-là c'est le 3e. C'est une série qui risque d'avoir plusieurs suites, je pense, parce que chaque tome va se focaliser sur une créature des abysses en particulier. C'est très sympa, c'est très mignon. Seulement, je commence à me dire que pour le prix, il n'y a pas énormément de choses, quoi. Ça passe beaucoup trop vite, en fait. Et ouais, ça va trop vite. Il n'y a pas énormément de texte, il n'y a pas énormément de matière, je trouve. Voilà, ça passe beaucoup trop vite. Mais bon, vous allez me dire, voilà, c'est les BD. Hein. Mais pour Ophélia et les Abysses, le tome 1 est vraiment beaucoup plus gros que les autres, quoi. Et le 2 aussi, vraiment, le 3 est tout petit comparé aux 2 premiers tomes. Donc ça peut jouer aussi dans le fait que je trouvais que il n'y avait pas grand-chose dans ce tome 3. Mais c'est vrai que voilà, le tome 1 et le tome 2, le tome 1 fait facilement le double et le tome 2 est prêt aussi de faire le double. Donc bon voilà, mais c'est toujours une aussi bonne série avec notre petite Ophélia qui là se rend compte qu'elle a des soucis à l'école, elle a du mal à suivre, elle ne s'y plaît pas. Et du coup elle va avoir l'opportunité de faire des stages en plus de son école. Et du coup elle va faire son stage dans l'aquarium de sa ville. Et elle va profiter de pouvoir faire un peu de sous-marin pour partir à la recherche de son livre qui lui a été volé, son livre que ses parents lui ont légué et qui parle voilà, des créatures des abysses. Donc, je pense peut-être aussi que ce tome 3 est un tremplin parce que là, Ophélia va faire la rencontre d'une nouvelle organisation. Et donc, ça laisse vachement de portes ouvertes. À voir si le tome 4, du coup, sera peut-être un peu plus gros pour vraiment expliquer ce qu'est cette organisation, ce qu'elle fait, et puis parler aussi un petit peu, peut-être, du passé de ce livre et d'Ophélia. Ensuite, très triste aussi d'avoir terminé cette petite brique. Je l'ai lu beaucoup trop vite, mais franchement, c'était impossible de le lâcher. Je parle des Clans du Ciel du tome 3. Cette série est vraiment au même titre que Podkin, pour moi, un ovni. On est avec des oiseaux qui sont rangés par caste, qui sont... oui, voilà, qui sont un petit peu oppressés, même beaucoup oppressés par le roi des aigles, qui est voilà, le roi de tous les royaumes, avec ces histoires de gargouilles dans le ciel qui viennent embêter les oiseaux qui sont sur Terre, sauf qu'il y a cette idée que peut-être les oiseaux, les clans des oiseaux sont à la base dans le ciel et pas sur Terre. Et donc du coup, nous avons nos 2 zéros. Il faut pas trop que je vous en dise non plus, donc je vous fais un topo général, parce que ce tome 3... il faut pas vous en approcher si vous n'avez pas lu le 1 et le 2, quoi. Donc de manière globale, nos 2 héros vont à la base avoir des quêtes un petit peu personnelles, ils vont suivre des quêtes qui leur seront propres, avant de s'intéresser à une quête qui vise à sauver tous les peuples des oiseaux face aux gargouilles. Et donc ce tome 3 est vraiment génial parce qu'on a le droit à une renaissance d'un peuple, à vraiment quelque chose de très profond mais à la fois très sombre. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir énormément de cruauté et de violence. Parce que vraiment le roi ne peut pas se les voir, ces deux piafs. Et il va tout faire pour les choper et les mettre, à mort en fait, hein, vraiment. Parce que c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Et donc voilà, c'était vraiment, vraiment super génial. Nox m'a un petit peu gonflé, mais rapidos. Après ça va, il a pris sur lui et tout, ça allait mieux. Mais au début, Nox, donc le corbeau, qui est pas trop le copain de Ellie au début, m'a un petit peu gonflé parce que il a mis énormément de temps pour se rendre compte des choses et accepter la chose. Et du coup, c'était très très long d'être dans sa tête, dans son esprit, et de le voir gamberger, alors que les faits sont devant sa tronche. Les choses se passent devant lui, et il reste
il reste totalement dans le déni, quoi. Et cette phase de déni était très longue et très pénible. Mais je pense qu'elle l'était tout autant pour Nox aussi. Mais c'est vrai que nous, vu qu'on a un point de vue de l'extérieur, et ben voilà, c'est comme quand il y a quelqu'un de notre famille, de proche, qui a du mal à accepter les choses alors que c'est en face d'elle, alors que nous, d'un point de vue extérieur, c'est logique ce qui se passe devant nous et que c'est logique qu'on l'accepte. Et ben pour la personne qui le vit pleinement et différemment, ben, ça peut paraître très compliqué de l'accepter. Mais voilà, c'est Nox. Nox, il a toujours eu un caractère très, pas bipolaire, mais un coup oui, un coup non, très très vite. Et du coup, c'est d'autant plus pour ça que je trouve que l'amitié entre Ellie et Nox est vraiment exceptionnelle, parce qu'il faut rester accroché vraiment pour être ami avec Nox. Et lui-même, il le dit, hein, il en est conscient. Et donc du coup, c'est vraiment un livre qui est très humain, alors que c'est des oiseaux, mais très humain, parce qu'il y a vraiment des relations très approfondies, sans tomber dans le too much, sans tomber dans des épanchements interminables. Non, tout se passe par les actes plutôt que par les mots, et ça, j'aime énormément. Et vraiment, cette série, pareil, j'ai réservé le tome 1 pour la petite qui a fini, du coup, là, elle a fini Podkin. Je pense qu'elle va venir le chercher là, aujourd'hui. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai hâte d'avoir son avis. Je pense qu'elle va vraiment beaucoup aimer aussi. Et c'est vraiment une trilogie qui est exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Ensuite, j'ai lu. Alors, c'est pas que je ne sais plus ce que j'ai lu. Je fais juste dans l'ordre chronologique. Donc, ensuite, j'ai lu Magicalia de Jennifer Bell. Jennifer Bell, j'ai lu Wonder Game, un livre que je n'ai pas spécialement accroché. Magicalia, c'était assez dur aussi d'accrocher, mais ça c'est, voilà, je pense que c'est juste la plume en fait, hein, parce que Wonder Game, l'histoire était plutôt pas mal, même si les jeux vidéo après je me suis perdue et tout. Là, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est la plume aussi. Je trouvais qu'elle était très lente, très un peu tatillonne, pas franche et nette quoi. Alors que c'est une histoire qui m'a plutôt bien conquise, à voir le tome 2. Mais j'ai plutôt bien aimé, donc, ces histoires de Magicorp. Donc, c'est une histoire où des gens, après avoir touché une certaine météorite, ont développé un pouvoir de convoquer des créatures fantastiques en raccord avec certaines émotions. Et pour convoquer ces créatures, il faut que ces personnes convoquent en elles un souvenir bien particulier, raccroché à un sentiment bien particulier. Voilà. Donc, c'est par exemple, je sais pas moi, si vous voulez un animal qui est vif, mais qui est à la fois prudent, il faut que vous pensiez à un souvenir où vous étiez un petit peu dans le même état d'esprit, quoi. Et donc, du coup, ces créatures-là, ce sont des Magicorp. Alors, j'ai beaucoup aimé, pour le coup, mieux, plus que Wonder Game, parce que les personnages sont vraiment top. Je dirais que même Bitsy m'a plutôt bien convaincue, donc c'est une jeune fille, et elle va voir son père se faire enlever devant ses yeux, et elle va utiliser la pierre de son père pour voyager, convoquer des créatures, pour tout faire pour retrouver son père. Et elle va ensuite se faire accompagner de son meilleur ami, qui va se rendre compte que lui aussi peut faire la même chose qu'elle. Donc du coup, ils vont partir tous les deux sur une enquête pour retrouver son père. Mais malgré cette histoire un petit peu banale d'enquête et tout, ils vont passer quand même à travers plusieurs épreuves pour enfin retrouver son père. Et ils vont aussi surtout apprendre à faire venir des Magicorp, parce qu'à un moment donné, ils vont se retrouver à devoir infiltrer l'école je sais plus l'école de comment s'appelle l'école. L'école de Magicalia, quoi, le monde de Magicalia. C'est une école où les jeunes apprennent à convoquer leur Magicorp. Et donc du coup, ils vont apprendre à faire tout ça. Nous, on va avoir plusieurs petites bébêtes qui vont intervenir durant l'histoire, qui est vraiment très sympa. C'est des petites bébêtes qui sont plutôt simples à s'imaginer comparé à d'autres. Ils sont plutôt simples à s'imaginer parce que ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues. Donc notre imaginaire n'est pas totalement perdu. Voilà, en tout cas j'espère que le tome 2 va bientôt sortir, parce que j'ai envie de savoir quand même la suite.
qui normalement va se passer dans le monde de l'eau. Voilà, vraiment c'était très sympa, une lecture très sympa. Mais voilà, je reste quand même un peu sur mes gardes parce que la plume de Jennifer Bell n'est pas celle qui me correspond le plus parmi toutes celles que j'ai lues. Ensuite, le gros bébé. Vraiment, ce mois-ci, ça a été dur parce que j'ai fini pas mal de séries. Et là, j'ai fini la série Twin Crowns de Catherine Doyle. Alors, c'est vraiment très très drôle parce que Catherine Doyle, j'ai lu Le Gardien des Tempêtes et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé sa plume. Mais alors là, dans Twin Crowns, c'est quelque chose d'énorme. Alors, peut-être que c'est parce qu'elle a écrit avec Catherine Weber, donc il y a quelque chose qui a été ajouté à sa plume qui me manquait dans Le Gardien des Tempêtes. Mais là, pour le coup, vraiment, Twin Crowns, c'est une romantaisie, mais que je place au-dessus de The Prison Healer et de les artefacts d'Uranos. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, parce que là, du coup, je me suis vraiment fait une grosse pile à lire de romantaisie papier, là, dans ma palle. Mais pour le coup, vraiment, Twin Crowns, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous allons suivre deux sœurs jumelles totalement opposées qui ne se connaissaient pas, qui vont vouloir interposer leur royaume. Une histoire de sorcière, une histoire d'appréhension de pouvoir magique, une histoire de malédiction avec des ancêtres, des histoires d'amour. Chacune va avoir une romance en son sein, mais ça va vraiment être tout mignon, tout doux, sans vraiment grand-chose d'exceptionnel. Et pour moi, on pourrait un peu plus appuyer sur la romance parce que en fait ces héroïnes, elles ont tellement fait des trucs de dingue, elles ont traversé des trucs de dingue. Putain, qu'elles méritaient voilà une bonne scène où avec leur amoureux là pour décompresser un peu parce que à chaque fois que ils étaient là, ils étaient tous les deux ensemble, et l'une et l'autre, hein, à chaque fois qu'elles étaient seules avec leur amoureux et tout, à chaque fois il y avait un truc qui les stoppait, et ça c'était très pénible. C'était très pénible parce que mon Dieu, laissez-vous aller quoi, c'est bon, vous avez fait la guerre, vous avez été malade, vous vous êtes fait tirer dessus, on vous a tué vos go. Enfin bon, allez-y quoi, mais bon, ça c'est mon avis, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette apothéose où enfin, voilà, elles arrivaient à faire ce qu'elles voulaient avec leur amoureux et enfin être heureuses. Ce qui en soi va un petit peu arriver, mais très gentiment et puis pas en apothéose comme je l'aurais voulu, mais en tout cas, rien n'empêche que ce tome 3 est vraiment un tome 3 super bien pour conclure cette histoire. Tout a été réglé, tout a été mis en place pour que, ça y est, ce soit calme, paisible, et ça y est, elles peuvent gouverner, elles peuvent machin. Donc voilà, c'était vraiment une trilogie très incroyable pour moi, et vraiment, très grosse surprise, quoi. Vraiment. Et je pense que je vais les jasper ceux-là avec quelques trucs, je sais pas quoi encore, mais je pense que je vais les jasper parce que vraiment, ceux-là, ils ne bougeront jamais de ma bibliothèque. Vraiment, c'est des trucs... Ils m'ont fait tellement ressentir des choses que ce sont vraiment des livres très particuliers pour moi. Et donc, du coup, voilà, celui-là va rejoindre ces deux frères et sœurs ici. Voilà. Et donc ça, c'est une série vraiment que je peux que vous conseiller. Surtout si vous aimez c'est pas vraiment des... Si, non. Il n'y a pas vraiment de Enemies to Lovers. C'est vraiment l'histoire de deux sœurs à la base. Et après, il y a eu des pièces rapportées. Mais voilà, c'est vraiment très bien, sans temps mort, avec des guerres, enfin voilà. Énormément de bonnes choses. Alors, ensuite, le petit point épineux. J'ai lu Impossible Créature de Randall Catherine. Je ne l'ai pas à vous présenter parce que je l'ai revendu. Impossible Créature, c'est une déception pour moi parce que il y avait tout pour moi, vraiment, des créatures, une quête, plusieurs pays, des cartes, une certaine prophétie. Mais le problème, comme j'en ai parlé avec ma collègue, parce que du coup, elle a été là quand je l'ai terminé, et en fait, le souci, c'est que, et ça a été déjà vu et entendu et lu sur les critiques, c'est que déjà, il y a un gros problème de rythme. C'est-à-dire que le début, ça va trop vite, beaucoup trop vite. Vraiment, dans les 20 premières pages, notre héros découvre le monde fantastique, il se fait alpaguer par une jeune fille qu'il ne connaît pas, ils disent que ok, ça va, je viens te sauver, je suis ton ami. Vraiment, en 10 pages, même pas. En 20 pages, ils sont déjà en danger de mort.
Enfin bon, c'était vraiment trop rapide. Aucun lien n'a été fait, aucun moyen de vraiment s'accrocher au personnage dès le début. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé cette période très rapide, on tombe sur une période très longue où il se passe à la fois beaucoup de choses et à la fois pas grand chose. Parce que on va se dire, bon, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Puis au final, c'est des choses qui ne mènent pas grand chose. Ou alors, le rythme était vraiment très surprenant et très déstabilisant. Ce qui fait que j'ai lu, après j'ai fini ce livre en diagonale, parce que je voulais quand même savoir comment ça allait se terminer. Mais vraiment, ça va très très vite, puis après c'est long. Puis après c'est très très vite. Puis après c'est long. Puis après c'est très très vite. Il faut vite arriver à la fin. Pour une fin, bateau, un peu. Même s'il y a un peu le côté sentimental, martyr qui vient avec, mais c'était trop, le rythme était trop différent d'une partie de l'histoire à l'autre. Et puis surtout aussi, c'est que faire original, c'est bien. Mais alors, vraiment, créer tout de A à Z, sans donner d'exemples qui existent dans notre vie. Vraiment, par exemple, les créatures fantastiques, elles ne ressemblent à quasi aucune créature qu'on connaît nous, mais c'est surtout les noms des créatures. C'est vraiment des trucs qui n'a ni queue ni tête et qui est très très difficile à identifier, à s'imaginer à chaque fois qu'on le croise dans le roman. On a le bestiaire, je suis d'accord, hein, mais bon, le livre est quand même assez gros, donc si à chaque fois on doit retourner au début, c'était un peu compliqué. Mais parce que voilà, les noms étaient trop originaux. À faire trop originaux, ça nous perd. Pareil, j'ai eu du mal aussi dans l'histoire parce que notre deuxième héros, donc une héroïne, s'appelle Mal. Et du coup, dans l'histoire, j'arrivais pas à accrocher à ce prénom. Pour moi, Mal, qui est écrit comme le mal, enfin M-A-L. Chaque fois que je voyais Mal, pour moi, c'était pas son prénom, c'était le mot Mal. Et du coup, ça me perturbait dans ma lecture de, voilà, Mal est triste, Mal fait ci, Mal fait ça. Et du coup, c'était très bizarre. Et puis, il y avait aussi quelques incohérences dans l'histoire, c'est-à-dire que d'une page à l'autre, sans qu'il y ait d'espacement entre les paragraphes, sans qu'il y ait d'alinéas, sans qu'il y ait de choses, ils vont se retrouver d'un lieu à un autre, vraiment d'une phrase à l'autre, ils vont se trouver dans un autre lieu. Donc plusieurs fois, j'ai dû revenir en arrière pour savoir comment, ou du moins comprendre qu'ils n'étaient plus dans le lieu où ils étaient il y a 10 lignes avant, pour comprendre à qui parle à qui aussi. Des fois, il y avait des choses qui étaient... c'était pas super clair, enfin voilà. C'était très brouillon, et du coup, voilà, c'était une déception pour moi. C'était vraiment une déception, j'ai pas accroché comme je le voulais, parce qu'il y avait, voilà, ces problèmes de rythme, ces incohérences, ces trucs beaucoup trop originaux, et je l'ai déjà vu aussi sur YouTube, c'est qu'il y en a, il y a beaucoup trop de choses, quoi. C'est super condensé, et c'est trop. C'est trop, et du coup, moi, ça m'a complètement perdu, alors que vraiment, je lis que de la jeunesse, quasi. Maintenant, je commence un peu à voir autre chose. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses, et c'est dur de faire vraiment une immersion totale avec tout ça. Ensuite, super contente, j'ai lu Amari, tome 3. Je vous avais dit, j'avais proclamé de partout que c'était le dernier tome, mais ce n'est pas le dernier tome, il y a au moins encore 2 livres, il a dit monsieur Alston, dans l'univers d'Amari. Donc ce n'est pas le point final, vraiment, il y a encore un tome 4 ou 5. Le tome 4, il est en train de bosser dessus, et il y aura un 5 qui sortira. Mais alors lui, du coup, pareil, en une matinée, c'était bouffé, il fait 500 et quelques pages. Et donc, on va, voilà, retrouver Amari dans cette guerre entre sorciers, entre... bureau enquêteur du surnaturel et les magiciens. Et vraiment, j'ai adoré ce tome 3. Il était tellement bien ficelé, tellement bien mené. Les personnages ont été encore plus développés. Donc c'était vraiment un tome 3 explosif. On a eu enfin cette confrontation, cette guerre. On a eu tout ça. On a eu aussi des retrouvailles familiales, il y a eu vraiment énormément de choses, des amitiés qui se sont renforcées, des amitiés qui ont tenu le choc face aux événements. Et vraiment, c'était une histoire que j'ai vraiment adorée, comparée à, par exemple, Impossible Créature. Alors que, vraiment, même si ça se passe dans le monde des humains, il y a tout un univers magique qui a été créé de A à Z. Et vraiment, je les ai lus, j'ai lu Impossible Créature, et après j'ai lu celui-là...
pas trop longtemps. En fait, oui, c'est ça. Impossible Créature, je l'ai fini le 11 et lui, je l'ai fini le 13. Donc vraiment, tout un monde entre ces deux livres qui sont tout au plus complexes l'un que l'autre avec leur propre magie, leur propre système et tout. Mais alors, la plume change vraiment tout. Et la gestion du rythme et tout change vraiment tout. Enfin, voilà, c'est vraiment incroyable comme, je pense, quelques petites choses pourraient jouer sur la balance au niveau de l'appréciation d'une histoire. Donc voilà, et puis j'ai été très très contente de voir que j'avais regardé une interview de l'auteur et il s'était inspiré de Men in Black. Et c'est vrai qu'en lisant, au plus je lis, au plus je me dis mais quand même on dirait vraiment Men in Black. Et en fait il avait dit dans l'interview qu'il disait mais oui c'est vrai que je me suis inspiré de Men in Black, mais je me suis dit mais pourquoi il s'occuperait que des créatures extraterrestres, pourquoi il ne s'occuperait pas des choses qui relèvent du fantastique et du merveilleux. Voilà. Donc, par exemple, Frankenstein, les zombies, les vampires, tout ça, pourquoi il s'occuperait pas de ça non plus? Et donc, du coup, c'est ce qu'il avait dit dans son interview, et c'est vrai que ça match complètement, et que l'effet Men in Black est vraiment top. Voilà, cette agence qui recrute des gens pour s'occuper des problèmes surnaturels, et avec des créatures, du coup, fantastiques, avec le pouvoir de faire oublier aux gens ce qu'ils ont vu, comme avec le stylo qu'ils ont là, dans Men in Black. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment génial. Dylan est toujours aussi horripilant que dans le tome 2. Et Amari tient bon. Amari fait un vrai travail sur elle-même pour gérer ses émotions et faire en sorte que tout se passe comme il doit se passer, même s'il faut outrepasser certaines choses. Elle a fait preuve d'un courage vraiment monstre. Et ses amis aussi. Ensuite, j'ai lu Dragon Mountain, le tome 1. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Une histoire de dragon qui s'allie avec des enfants selon une malédiction. Parce qu'il y a, en gros, un méchant dragon qui a fait la guerre il y a quelques années de ça. Et il est sur le point de revenir. Donc, les enfants doivent aider les dragons à combattre ce méchant dragon. Sauf que je m'envoie dans un truc qui ne sera pas achevé. Parce que j'aime beaucoup accrocher, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai le tome 2 que je vais lire en avril, mais il n'y aura jamais de tome 3, 4 et 5 traduits en français. Donc voilà, je m'envoie un petit peu au casse-pipe toute seule. Parce que ça se trouve, le tome 2 va être encore plus mieux que le premier tome, mais je ne pourrai jamais lire le tome 3, 4 et 5 en français. Il date quand même de 2021, donc ça m'étonnerait qu'en 2025, ils sortent du chapeau des traductions. Mais bon, je les ai trouvés en anglais sur Vinted, mais la langue est quand même assez pointue. Je sais pas si je serais capable de me lancer dans la VO dedans de suite. Là, pour l'instant, j'ai commencé la VO avec Wolf Girl de Ando, où là, c'est quand même plus sympa. Il y a pas mal d'illustrations, donc le texte est quand même assez restreint. Mais là, vraiment, c'est vraiment que du texte. Et faut que je me familiarise encore avec les codes, par exemple avec les dialogues, j'ai vraiment du mal à ce qu'il n'y ait pas vraiment un alinéa avec un tiré. Là, c'est juste entre guillemets, donc c'est vraiment tout un code, et je sais pas si pour l'instant je serai capable de lire la suite de cette série en anglais. Donc je vais lire le tome 2 parce que j'ai quand même envie de continuer le plus que je peux. Mais ensuite le tome 2, je ne sais pas ce qui se passera. Mais voilà, c'est une histoire vraiment très sympathique avec des touches de mythologie chinoise, parce que ça se passe du coup en Chine. Toute l'histoire se passe en Chine. Il y a pas mal de vocabulaire mandarin aussi à l'intérieur. Donc c'est vraiment très sympa. Vraiment, j'ai passé un très bon moment, très léger. Ensuite, j'ai lu 2 BD. Et après, je vous parlerai des abandons. Ça va tous casser la gueule. J'ai reçu, pas plus tard qu'hier, Les Mondes d'après, le tome 2 de Le Mot et au Chat. Donc, chez Dupuis, ça c'est une BD jeunesse que je vais suivre vraiment de A à Z parce que les planches déjà sont vraiment magnifiques. J'adore la manière dont sont dessinés les personnages et leurs visages. C'est très très beau, très coloré. Et en fait, dans chaque tome, je pense qu'on aura le droit, pour l'instant, il n'y en a que 2, mais je pense que dans chaque tome, on aura le droit à des expéditions archéologiques. Et donc du coup, dans chaque tome, on va découvrir des civilisations. Donc dans le tome 1, on va découvrir la civilisation Maya. Là, on va découvrir la civilisation, alors il faut le dire comme il faut parce que ça va se passer au Cambodge.
avec les divinités Rama, le démon Ravana. Enfin voilà, il nous explique vraiment toute l'histoire de cette civilisation. Voilà, la culture khmer, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est vraiment très sympa parce que du coup, je me suis couchée moins bête hier soir et puis j'aime vraiment beaucoup le fait que vraiment dans le tome 1, la place de la femme était remise en question plus. Et là, on avance, on évolue. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Et ensuite, j'ai lu aussi Le Royaume d'après, le tome 2. Le tome 2 qui est vraiment un gros cliffhanger sur la fin. C'est pas gentil de nous faire ça, parce que du coup vraiment on avançait, on découvrait le monde de la mort, on avançait aussi avec les personnages, et au final ça nous laisse sur un gros cliffhanger. Où enfin on touche du doigt ce que voulait notre héros au premier tome, et puis on nous coupe en plein milieu. Et donc, du coup, j'attends impatiemment le tome 3 pour savoir ce qui va se passer, quoi. Et puis, si ça va se résoudre ou pas. Je pense pas qu'il y aura énormément de tomes, si vraiment on suit juste la quête de notre personnage. Mais je pense que c'est un monde qui pourrait être exploité pendant plusieurs tomes, au moins. Mais voilà, c'était vraiment une très très bonne histoire aussi, le monde d'après. J'attends d'avoir l'avis de mon chéri qui l'a sur sa table de nuit. Ensuite, au niveau de ceux que je n'ai pas lus, alors j'ai abandonné la lignée des maudits à presque la moitié, parce que je n'ai pas du tout accroché au personnage de Ava. C'est vraiment... j'aime pas du tout ce personnage, vraiment. Je l'ai trouvé hyper égoïste, hyper pleurnicharde, vraiment chiante, quoi. Vraiment très très chiante, Non, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, ça m'a totalement décroché de l'histoire. Et puis, au moment où enfin Madame daigne penser à autre chose qu'à elle-même, ça va tourner sur une enquête un peu banale d'un policier. Voilà. Et ils vont être embauchés pour résoudre une enquête. Du coup, ouais, ça m'a laissé vraiment comme ça, quoi. Je me suis dit, putain, on s'est fait autant chier pendant autant de pages avec une héroïne pour qu'elle accepte ses dons et qu'elle en fasse quelque chose au lieu de le garder et de laisser les autres dans la mouise, pour au final faire une enquête. Voilà, ça m'a totalement décroché. Mais de toute façon, comme c'était parti, parce qu'une fois que Ava a accepté ça, elle va se montrer totalement hautaine et vraiment pas du tout reconnaissante du don qu'on lui donne, quoi. Et voilà. Et puis, j'ai pas vraiment accroché non plus à cette histoire de brume, qui est sous-exploitée. Voilà, j'ai pas trop aimé, enfin voilà. C'était vraiment pas fait pour moi, donc ma foi, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a reçue chez elle et elle est très contente de l'avoir. Ensuite, j'en ai enlevé 3 de ma palle initiale. Je devais lire du coup Le Grimoire de l'étrange, donc c'est une nouveauté là de début février. Mais je ne l'ai pas lu et je l'ai revendu aussi parce que c'était un peu trop jeunesse pour moi. Et disons que là vraiment je suis dans une vibe où j'ai envie de choses très bien travaillées avec des choses un peu plus complexes et tout. Et Le Grimoire de l'étrange, ça partait un peu trop dans l'humour, un peu trop dans l'autodérision, avec des façons de s'adresser directement au lecteur qui me convenaient pas tellement, quoi. Je voulais vraiment de quelque chose, voilà, comme du Burning Crowns, comme du Amari, comme du Potkin et tout ça. Donc il y a eu quelques lectures plus légères, comme Dragon Mountain ou Bridget Vanderpuff. Mais vraiment, lire plus que ça, non, j'ai plus envie de ça. Vraiment, même dans mes prochains achats, je fais un peu plus attention. Et puis surtout, le livre en question, donc Le Grimoire de l'étrange, était édité d'une manière que je n'aimais pas du tout. C'est-à-dire que si je l'avais feuilleté avant de l'acheter, si j'avais eu cette possibilité-là, sauf que je ne l'avais pas fait parce que c'était une précommande et que je n'ai pas pu feuilleter le bouquin. En fait, le problème, c'est que c'était écrit tout petit et que ça prenait la totalité des pages. Donc c'était imbuvable, c'était indigeste. Et du coup, voilà, ça m'a conforté dans l'idée que ce livre n'était pas fait pour moi. Vraiment, cette manière d'éditer, pour faire peut-être de l'économie de pages, je ne sais pas, mais vraiment, faire des pleines pages comme ça, très serrées, très petites, c'était vraiment imbuvable. Et ensuite, j'ai enlevé aussi Pages et compagnie parce que je n'ai pas envie de me recréer cette frustration que je vais déjà me créer avec Dragon Mountain.
C'est-à-dire que Page et compagnie aussi, la suite n'est pas traduite et ne sera jamais traduite. Et donc, je prends le risque de lire un tome 1 qui sera peut-être très introductif et qui promettra un tome 2 vraiment explosif, mais que je n'aurai jamais. Donc, voilà, déjà, ce Page et compagnie, il était un petit peu déjà en suspens pour savoir si j'allais tenter ma chance quand même ou pas, sauf que je le fais déjà avec la Dragon Mountain. Je vais pouvoir gérer qu'une seule frustration, je vais pas m'en faire une deuxième. Donc lui aussi, il a trouvé une nouvelle famille. Et ensuite, je devais lire La Ville sans vent, qui était tirée du coup au sort dans ma bookjar. Et je n'ai pas accroché malheureusement à cette histoire-là, à notre héroïne. Voilà, ça ne l'a juste pas fait, disant qu'en plus c'était un pavé, donc j'allais pas m'imposer 500 pages alors que le début n'était pas dingue. Mais voilà, écoutez, pour l'instant, on en est là. J'ai quand même fait sacrément un tri dans ma pile à lire numérique. C'est-à-dire qu'au lieu de 120 livres, j'en suis plus qu'à 66. Et enfin, là, dans la deuxième quinzaine de mars, j'ai déjà prévu de lire les 14 BD que j'avais, j'avais 2 séries complètes dans ma pile à lire numérique. Donc, je les ai empruntées au boulot et je vais les lire là, dans la deuxième quinzaine de mars, pour un petit peu apaiser tous ces grosses pavasses que je me suis enchaînées. Mais voilà, j'ai pas voulu forcer trop non plus parce que de Eleanor de Villepoix, j'avais beaucoup aimé Bruxelles et j'avais pas envie de trop me dégoûter de son écriture et de sa plume dans le but de pas être trop freinée par d'autres publications qu'elle pourrait faire à l'avenir parce que Bruxelles, c'était vraiment un coup de cœur. Alors que voilà, La Ville sans vent, ça n'a pas fait. Voilà, et donc là, en l'état actuel des choses, je vais lire Le Royaume Sauvage, tome 4, je vais lire Le Royaume Assassiné, donc le deuxième livre que j'ai pioché dans la bookjar, et Le Monde de Nedara, le tome 1. Voilà. Là, pour l'instant, il me reste ces 3 romans, plus les 14 BD et un autre petit roman de 160 pages que je vais caler quelque part. Et après, voilà, pour le reste de mars, je me mets pas d'autres livres en perspective. Je verrai bien comment ça se passe, je me mets pas... voilà. La rate au courbouillon, comme on va dire. Mais en tout cas, ma pile à lire de avril est déjà prête. Je ne sais pas si je vais faire un challenge ou pas, parce que j'avoue que en ce moment, le challenge, ça me met un peu plus de pression qu'autre chose. Donc à voir. À voir, je sais pas, on verra en avril comment ça se passe. Pour la pile à lire de mai est déjà faite aussi, qui est clairement constituée de suites et de romantaisie. Mais voilà. En tout cas, c'était une très bonne première quinzaine, avec quelques abandons et pas clairement des abandons parce que je les ai même pas commencé, donc c'était pas vraiment des abandons, juste du tri quoi. Mais ça sert à ça aussi, de faire des pales et des challenges, de faire vivre un petit peu sa bibliothèque et de pas sombrer dans des choses qui ne nous plaisent plus ou qui ne nous feraient pas du bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la fin du mois pour les prochaines lectures du mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.